Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous 2012, le face-à-face avec David Revaud-Dallon, journaliste au Monde, bonjour. Et Bruno Jeudi, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Bonjour messieurs d'être là comme chaque début de semaine, je suis ravi de vous retrouver. Alors lorsque la gauche se demande si leur chef prend le bon cap et s'il ne prend pas l'eau, la droite se cherche un patron pour tenir la boutique UMP. En haut de l'affiche, le duel d'éléphants. Jean-François Copé et François Fillon écrasent les petits candidats qui n'auront même pas droit à un tour de manège faute de détenir les 8000 fameux parrainages. Seul un troisième homme a montré le bout de son nez, Xavier Bertrand. Il est en mesure de concourir, mais il préfère une autre échéance, celle de 2017. Alors Xavier Bertrand, qui lui, il va encore plus loin. Ses ambitions... à la limite, la présidence de l'UMP, c'est trop petit. Oui, c'est trop petit. Donc, il vise l'Élysée, quand même incroyable. Donc, finalement, les primaires socialistes ont fait des petits. Ils veulent un vrai perchiste, ce Xavier Bertrand. Vous savez, c'est Renaud Lavillenie, là. Il passe la petite barre à 5,60, il n'en veut pas, tout de suite s'y mettre. Bon, honnêtement, il faudra quand même que quelqu'un lui dise un jour que le président de la République, c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est pas maintenant. Je trouve que sa sortie, là, il était dans une impasse médiatique. En fait, Xavier Bertrand, il a fait croire pendant tout l'été qu'il serait candidat. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y a eu quelques sondages chez les sympathisants, ça faisait pas plus de 2 ou 3. Donc, il a plié les gaules gentiment. Et puis, il a montré qu'il avait les parrainages. Je pense qu'il les avait réellement. C'était pas seulement des cartons vides. Je pense par contre que c'est pas très raisonnable sa sortie par les primaires. Il a tenté une sortie par le haut. Voilà. En revanche, c'est pas une petite. Il a envoyé un petit coup de patte à François Fillon parce qu'en le soutenant pas, il lui a montré que tu m'avais pas soutenu pour la présidence de groupe, donc je te soutiens pas pour la. Donc il préfère passer sur sa haine de Copé alors. Sans doute va-t-il monnayer ça pour la suite. C'est vrai, mais la métaphore sportive est très bien vue. C'est un peu le petit club de D2 qui veut jouer directement la Ligue des Champions. Au-delà du cas de Bertrand et de ses difficultés, je trouve que sur le plan symbolique, c'est intéressant parce que c'est bien évidemment la question du leadership, non seulement sur le parti, mais sur la droite, et donc la candidature qui joue. Donc lui, il veut sauter une étape. Il montre très clairement que ce qui est en jeu là, c'est 2017, malgré bien sûr les dénégations des principaux intéressés. En l'occurrence, au passage, quelque chose que pour l'instant personne n'avait osé faire, c'est il dit je serai candidat à la primaire, même si Nicolas Sarkozy y est. Alors François Fillon, on a compris qu'il le serait lui aussi, mais c'est vrai que là, il ose. Et vous savez, à l'UMP, il faut oser quand même s'attaquer au fantôme Nicolas Sarkozy. D'autant que Claude Guéant, son fidèle, a affirmé hier que vraisemblablement, s'il était candidat, il passerait Nicolas Sarkozy par la primaire. Donc ça va faire un joli marigot. Il y a Henri Guénaud, lui, qui dit non, il n'y a pas de primaire, tout le monde doit sortir si Nicolas Sarkozy est candidat. Il y en a qui ont de la chance quand même de ne pas douter de soi. C'est une force extraordinaire. En politique, c'est un peu obligatoire. Si vous doutez de vous-même, vous n'avez rien à faire dans la compétition politique. Il faut croire en sa force et jusqu'à l'obstination, jusqu'à l'obsession presque. C'est ce qui fait ces grands animaux politiques qui vont jusqu'au bout. C'est intéressant cette comparaison avec la gauche que vous évoquiez, Roselyne, parce que finalement la droite n'a pas ce modèle en tête, le modèle de la compétition libre et non faussée qui détermine le choix du leader. C'est pas une tradition de la droite. Souvenez-vous, la tradition bonapartiste, c'est plutôt le leader charismatique, l'homme providentiel qui s'impose de lui-même. Ça avait été le cas. Je ne remonte bien sûr pas à De Gaulle, mais dans les dernières décennies, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et là, pour le coup, on a une vraie hésitation sur le choix du leader. On a plusieurs personnes dont aucune ne s'impose, ce qui était le cas chez les socialistes il y a encore 2 ou 3 ans. Souvenez-vous, il y avait pas de pronostic. Il ne faut pas se moquer quand même de l'UMP, parce que au PS, la désignation du premier secrétaire, c'était quand même très obscur. Donc là, ils ont un peu de mal à organiser cette compétition. Ils le font. Je pense qu'ils ont raison. Mais convenez avec moi, Bruno, que c'est pas dans la tradition de la droite. C'est quand même une première. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. La première fois. Alors, on va évoquer plusieurs sujets cette semaine parce que, il y en a qui arrivent sur la table de l'actualité. Et ça va être, bien sûr, semaine cruciale pour François Hollande. Le pacte budgétaire européen qui arrive au Conseil des ministres, mais un pacte qui, dans le fond, divise la majorité à gauche, on le voit, parce que ce pacte, le texte n'a pas été modifié. Or, François Hollande l'avait promis. Et là, ça risque bien de coincer, d'aller au clash. C'est-à-dire que là, ça fait partie des 3 ou 4 points durs sur lesquels on va pouvoir reprocher, à droite comme à gauche, à Hollande de n'avoir pas tenu ses promesses et donc de ne pas faire en sorte que le changement, ce soit maintenant, pour reprendre son slogan. Sur le traité budgétaire, c'est très simple. Il avait dit qu'il renégocierait ce traité. Ensuite, il a expliqué, il a un petit peu modifié la tonalité en expliquant qu'il lui adjoindrait un volet croissance. Ce qui est fait, en réalité, il n'a pas réussi à modifier ce traité, il n'a pas réussi à le renégocier. Donc pour le vendre à ses partenaires de gauche, ce qui était son argument de vente pendant la campagne, ça va être très compliqué.
Pour l'instant, les socialistes n'ont pas vraiment renaclé là-dessus, restent plutôt calmes, même s'ils n'en pensent pas moins, bien sûr. Il y a quand même, David, l'aile gauche du PS. Une partie de l'aile gauche du PS. Qui renacle. Et je crois quand même que ce traité, vous avez raison Rosine, c'est quand même le premier test un peu de la solidité de la majorité. La majorité rose-verte, puisque le Front de gauche, on sait que de toute façon, ils font bande à part et ils ne s'estiment pas dans la majorité. Les Verts, on va voir quand même, les Verts ont l'air... À mon avis, Jean-Marc Ayrault les a un peu braqués à la fin du mois d'août. Oui, il leur a donné quelques consignes très autoritaires. Là, on voit bien peut-être que ça va évoluer. Il y a une nouvelle peut-être lune de miel qui redémarre avec cette conférence écologique là qui les a émus. Qui leur a donné un petit peu de des larmes même. Enfin, on est content pour eux. Mais en même temps, on va voir si maintenant, sur le traité européen, ils se montrent un peu plus souples parce que jusqu'à présent, c'était plutôt pour voter non. Au comptage, apparemment, le ministre des Affaires européennes dit qu'il y a à peu près une cinquantaine de députés de gauche, tout confondu, y compris Front de gauche, qui seraient prêts à voter quand même contre ce traité, ce qui évidemment, pour un premier vote important, à mon avis, fera désordre. Donc en fait, ce sera la droite qui va donner de toute façon, la droite, à l'évidence, votera ce traité en expliquant qu'il a été voulu et obtenu et négocié par Nicolas Sarkozy, donc il n'y aura pas de souci. Oui, à l'arrivée, ça passe. À l'arrivée, ça passera. Ce qui est plus gênant, effectivement, c'est sur la composition de la majorité qui va la voter. Sur le Parti Socialiste, je crois que grosso modo, à part quelques voix de la gauche du PS, même s'ils n'en pense pas moins, bien sûr, et même au-delà de la gauche du PS, même si on a beaucoup de réserves sur ce traité, on va quand même en grande majorité le voter. C'est vrai que vous avez raison sur le front de gauche, les Verts et les communistes. Il y a quand même un député socialiste qui s'appelle Jérôme Gage, qui est assez turbulent, qui vient d'inventer le vote contre de soutien. Oui. Là, franchement, c'est assez original. Non, vous avez raison. Sur le fond, beaucoup de députés ne sont pas d'accord, mais ils vont quand même le faire, puisqu'on est quand même qu'à 3 mois de l'élection du président. Pour l'instant, ça passera. Mais il y a d'autres motifs des discordes. Je pense qu'on va en parler tout de suite après. Mais d'autres messages qui sont envoyés par la gauche du parti et par les députés socialistes en général pour dire au président, grosso modo, faites une politique un petit peu plus à gauche. Alors, autre sujet, je me tourne vers vous, David, parce que votre journal, Le Monde, honorable maison, qui titre ce mardi sur le vote des étrangers. C'est une tribune de 75 députés de gauche qui disent « Le vote des étrangers, c'est maintenant ». Voilà. Alors, est-ce que c'est pour forcer un peu la main à François Hollande Alors, il y a évidemment de ça. C'est relié à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ouvertement fronder contre le président sur la question européenne, qui est pourtant une question très très sensible, évidemment. CF 2005, le traité constitutionnel, ça ravive des déchirures au sein de la gauche. François Hollande avait payé cher cette histoire. Voilà, Hollande le sait, il veut absolument éviter, donc ils ne diront rien là-dessus. En revanche, ils ont trouvé cette question qui est tout aussi sensible politiquement, du droit de vote des immigrés, pour envoyer un message à François Hollande, pour mettre la pression très clairement au président, en disant, en reprenant même la formule de sa campagne, le droit de vote des immigrés, c'est maintenant, alors même que le président, à mon avis, souhaiterait... Il n'y a pas des choses plus urgentes, non, mais franchement, la confiance règne, parce que des 75 députés socialistes qui pétitionnent dans le monde pour qu'une promesse électorale de leur président soit tenue, au bout de 4 mois, on peut être inquiet. En même temps, chat échaudé, craint l'eau froide, c'est une promesse qui remonte à 1981 pour le Parti socialiste. Donc en même temps, on n'est pas trop loin près. Non, on n'est pas trop loin. Deuxièmement, on voit bien aussi qu'ils ont trouvé un sujet qui leur permet aussi de faire diversion aussi. Ça permet de parler d'autres choses. On sait que le débat économique est compliqué, le débat européen est explosif. Bon, beaucoup de sujets compliqués pour François Hollande. Et sur cette question-là, en gros, les socialistes sont plutôt d'accord, à part... On va encore mettre un peu en difficulté le ministre de l'Intérieur, notamment, qui lui n'est pas du tout chaud sur cette question. Et qui le répète encore dans les colonnes du Monde aujourd'hui. Cela étant, il faut le dire, cette question du droit de vote aux étrangers est une difficulté pour François Hollande, parce que quand bien même il voudrait le faire, il n'a probablement pas les 3/5 au Parlement, je fais court, c'est-à-dire pour faire adopter cette modification de la Constitution, et le référendum, je doute qu'il se lance dans cette affaire. Alors effectivement, pour ces raisons, dossier très sensible, politiquement pour le président, on le sait. Souvenez-vous de la fin de campagne présidentielle, un très gros score de Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy qui qui réduit l'écart en fin de campagne avec des thématiques assez droitières, notamment sur la question de l'immigration. François Hollande sait qu'il est là-dessus en terrain miné. Et patatras, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a toute une fraction et non négligeable de ces députés. Il y a de toutes obédiences. Il y a des signataires qui sont très proches de François Hollande. Voilà, c'est pas la gauche du parti. Il y a des Strauss-Kahniens, il y a des Jospin. Et puis, il faut ajouter, Rosine, que ce débat sur le droit de vote des étrangers intervient dans un contexte très compliqué. J'allais vous poser la question à l'instant. Ce week-end, exactement. Est-ce que c'est pas du pain béni pour effectivement Marine Le Pen qui va être au cœur de l'actualité ? On l'a déjà entendu sur les et même sur les radios. On a entendu les leaders de l'opposition sauter sur l'occasion
l'occasion avec cette manifestation à quelques mètres de l'Élysée. Alors 200 personnes, très vite maîtrisées, mais donc suite à, bien sûr, vous rappeler, suite au film qui embrase aujourd'hui des salafistes, le monde entier, quelques jeunes salafistes. On a du mal d'ailleurs pour l'instant à savoir d'où ils viennent vraiment. On ne sait pas qui a organisé ça. Quelques jeunes salafistes qui font une manifestation à Paris aux portes de l'Élysée. Franchement, il y a de quoi sans doute frapper l'opinion. Et la question du droit de vote des étrangers, à ce moment-là, à mon avis, c'est vrai il y a des télescopages. Bien sûr, on sent que le terreau est hautement inflammable, au-delà de la petite polémique sur fallait-il plus protéger les alentours de l'Élysée, etc. Je crois qu'il y a eu 150 interpellations, donc de ce point de vue-là, la police a bien maîtrisé. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent que ce terrain est inflammable. C'est la raison pour laquelle, précisément, ces députés qui pétitionnent mettent le doigt là où ça fait mal. François Hollande n'a pas du tout, aujourd'hui, vu le contexte, à un moment où l'opinion s'interroge sur le sens de son action, les perspectives de son action, où lui est très clairement centré sur les priorités économiques et sociales, le pouvoir d'achat, l'emploi. Vous avez vu les premiers textes, c'est ça. Bien sûr, il y a le traité budgétaire, mais il y avait aussi les emplois d'avenir, les contrats de génération, des dispositifs dont on pense qu'on veut, mais qui sont d'abord centrés sur l'emploi. Il n'a pas du tout envie qu'on vienne lui remettre ces questions explosives. L'argument des députés, volontaire ou pas, David, on peut s'interroger. C'est la ministre de la Justice qui a qui a mis sur la table la question du mariage gay, qui avait été déjà mis au début de l'été. Là, ce sont les députés de sa majorité qui relancent le droit de vote aux étrangers. C'est quand même deux questions qui font, on peut s'interroger sur diversion ou pas, quoi. C'est-à-dire, on sait bien quand une majorité est un peu en difficulté, elle se déporte sur des sujets sociétaux, vous avez raison. Surtout les socialistes. Est-ce que c'est une manière de masquer les vrais problèmes? Il y a plusieurs choses. Vous savez, un agenda parlementaire et exécutif, c'est un panachage, c'est un panel, un tableau où on doit composer un petit peu avec beaucoup d'économique et de social, pas mal d'Europe, et puis il faut quand même mettre un petit peu de sociétal. Et d'ailleurs, par rapport aux deux réformes que vous évoquez, il est intéressant que le gouvernement ait choisi d'abord d'adopter le mariage pour tous, le mariage gay. C'est-à-dire qu'on considérait que malgré l'opposition de certaines associations familiales, de pas mal de milieux catholiques, etc., et de plus globalement des branches conservatrices de l'opinion, ça passerait plus facilement que le droit de vote des immigrés, qui est un sujet infiniment plus clivant. Et je cite Jean-François Copé, qui menace gravement, je crois c'est ce qu'il a dit, la cohésion nationale. Donc tout de suite, évidemment, les ténors de l'UMP se sont emparés de ce sujet, et ça va être un gros sujet polémique dans les jours à venir. Mais sur le sujet mariage gay, c'est vrai que sans doute que le gouvernement, la majorité pense que ça passera. C'est moins touchy. Cela étant, on voit la réaction des évêques, Monseigneur Barbarin. À droite, beaucoup de leaders disent que le peuple de droite catholique peut se lever sur cette question. Je ne suis pas certain que ce soit un débat qui se passe tranquillement. On voit que c'est passé en Espagne. À mon avis, ça sera violent comme débat. C'est vrai, vous avez raison sur l'aspect politique, mais je crois que du point de vue de l'opinion, du point de vue sociétal, entre guillemets, Roselyne, vous citiez le cas de l'Espagne, qui est quand même pas le moins catholique des pays européens, et qu'il a adopté de mémoire en 2006. Donc c'est vrai qu'on est quand même là-dessus un petit peu à la traîne. Il y aura bien sûr les sondages montrent d'ailleurs qu'il y a plutôt une opinion favorable au mariage, mais la question d'adoption, à mon avis, va faire quand même un débat assez profond. Merci. Petite nouvelle de Nicolas Sarkozy en un mot. J'ai vu dans votre journal ce week-end, il pourrait faire des conférences à l'étranger, c'est ça Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, il a un moment là où il faut qu'il choisisse. Il veut travailler, il va travailler. Et sa difficulté aujourd'hui, c'est qu'à Paris, il dit à tous ses proches que c'est difficile, il ne peut pas mettre un pied dehors. Il se demande si son activité ne serait pas mieux à l'étranger. Merci Bruno, merci David. Donc à lire cette tribune dans Le Monde de 75 députés qui appellent François Hollande à respecter sa promesse pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Merci à tous les deux. Merci. On se retrouve très vite sur France 24 et bien sûr la politique cette semaine aussi. Mais tout de suite, les infos. Merci.